Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Sophie. Alors on va attendre Anaïs qui nous rejoint pour notre live aujourd'hui. Donc Anaïs, ah voilà, je vois que Anaïs est là. Je vais t'inviter à me rejoindre. Oups, voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors Anaïs, je ne sais pas si chez toi, est-ce que tu reçois ma demande à me rejoindre ou pas? Je ne sais pas. Ah voilà, toi tu m'as fait une demande. Ok. Yes. Ah, génial. Ça va déjà, oh, c'est pas possible, ça va de nouveau être le même Ouais, cinéma que la dernière fois. on Tout a va bien? déjà eu un coup, c'est bon là. Oui, oui, tout va bien. Oui, parce que pour ceux qui avaient déjà fait la première tentative avec nous, ça n'avait pas marché. Donc, merci Anaïs d'avoir réaccepté mon invitation aujourd'hui. Avec Normalement, plaisir. a priori, maintenant tout fonctionne, donc ça devrait aller. Ouais. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc Anaïs, tu es la fondatrice de la pâtisserie et biscuiterie Cocoa depuis maintenant 4 ans. Donc Un peu plus, un peu aujourd'hui, un peu plus. plus même. Ah, voilà. Septembre 2015. Septembre 2015, donc oui, même plus. Donc aujourd'hui, on va donc forcément discuter de ton parcours entrepreneurial, mais j'aime toujours bien demander, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du parcours entrepreneurial, que mon invité se présente. Alors j'anticipe un tout petit peu ta réponse, parce que à mon avis, dans ta... Ah, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, oui, je Oui, t'entends. tu m'entends. Ok, parfait. Parce que donc, je suppose que dans ta présentation, tu vas nous dire que de base, tu n'étais pas forcément destinée à devenir chef pâtissière parce que de formation, tu es architecte paysagiste. Et donc, moi, je suis bien Ouais. sûr très curieuse de savoir c'était quoi ta vie avant Cocoa. Et puis après, tu nous expliqueras comment est-ce qu'on passe de architecte paysagiste à chef pâtissière et à ouvrir sa pâtisserie. Donc, la parole est C'est à tout un programme, hein. toi. En fait, donc moi j'ai commencé le. On va commencer par le début. Mon papa est chef de cuisine et ma maman était traiteur quand on était tout petit. Et donc, même s'il nous a jamais rien appris en cuisine, mais si tu veux, j'ai toujours baigné un peu là-dedans, dans l'univers des casseroles. Et puis, de temps en temps, quand il travaillait tard le soir, il nous emmenait. Et donc, j'allais voir en pâtisserie ce qui se passait. Donc, j'étais quand même un petit peu dans les cuisines. Mais j'ai toujours aimé ce métier, mais je me suis dit que j'allais commencer par les études, qui me paraissaient quand même plus logique comme parcours. Mhm. Et donc j'aimais beaucoup tout ce qui était paysagisme. Donc je suis partie dans des études de 5 ans à Jean-Blou, Ok. avec à chaque fois une remise en question chaque année d'arrêter les études et de me lancer dans la pâtisserie. Mais j'ai quand même terminé mes 5 ans et au bout de 5 ans, j'ai dit OK, je vais passer mon diplôme en pâtisserie, comme ça j'aurai les deux. Et au cas où, tu vois, je peux toujours me reconvertir si vraiment je m'ennuie. Et donc là, j'ai fait 9 mois chez Marc Ducobu à Waterloo. Et ça s'est très bien passé, mais c'est juste que je collais, j'adhérais pas en fait à la pâtisserie classique dans le sens où les horaires étaient encore à l'ancienne. Donc tu commençais à 4 heures du matin, tu terminais très tard, tu faisais énormément d'heures. Et donc moi physiquement, si tu veux, j'avais déjà 24 ans, donc physiquement et mentalement, j'étais voilà, j'avais pas suivi le parcours de l'artisan ou de l'ouvrier classique, et donc c'était ça. Parfois, ça créait des couacs. Donc, je suis restée 9 mois, j'ai arrêté. Et je me suis dit que peut-être je relancerais, mais avec une autre façon de voir les choses. Et donc, je suis retournée dans le paysage et j'ai travaillé 4 ans dans un gros bureau d'architecture Ok. qui est à Bruxelles et qui m'a appris énormément de choses. Donc, que ce soit sur le côté pratique, administratif, mais aussi dans la connaissance des végétaux, mine de rien, parce que j'étais formée à ça. Et alors aussi dans tout ce qui était management, donc ce qui était à faire et aussi beaucoup ce qui était à pas faire. Euh, et donc ces 4 ans m'ont vraiment formée. J'ai fait quand même un réseau, si tu veux, qui était autre que le réseau de la pâtisserie.
Mhm. Donc, c'était les architectes, c'était les avocats, tu vois, il y avait vraiment de tout. Et donc, quand je suis partie, bah, j'avais pas de réseau en pâtisserie. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai passé mon diplôme en candidat libre, parce que c'est encore une profession qui est protégée. Mhm. Et en 3 mois, j'ai fait le switch entre les deux. Ok. Ouais. Mais t'avais déjà une idée précise de ce vers quoi tu allais ou tu te dis, ok, je lâche tout, je fais mon diplôme et puis on verra bien. Ça a été quand même très rapide. J'avais une idée précise, mais au tout début, je voulais faire une macaronerie uniquement. Ok. Et puis, en fait, les premières commandes que tu fais sur ton petit plan de travail à la maison, avec ton petit frigo, ton congélateur, c'était des entremets avec des personnages dessus. Et moi, je me disais toujours, ouais, je vais faire ça un petit peu, mais c'est pas mon objectif, quoi. Mais bon, c'est ce qui prenait le plus et c'est ce qui me faisait aussi gagner de l'argent. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, il faut peut-être réorienter le projet. Et Mhm. puis, je me suis inscrite à la Fédération des jeunes entrepreneurs, Mhm. tu vois. Ouais. Et donc, on m'a en fait assigné un parrain qui au début, pour être complètement honnête, j'y croyais pas vraiment parce que je m'étais dit c'est bon, je sais où je vais me débrouiller. Et en fait, pas du tout. Il m'a vraiment, il a remis tout en question et c'est lui qui m'a permis d'arriver vers cette réflexion, de me dire tiens, pourquoi fermer la porte de mon ancien métier, tu vois, au lieu de l'utiliser, au lieu d'utiliser ses compétences et de créer un nouveau métier qui joint les deux en fait. Ce serait juste un fil rouge. Et le fil rouge, c'était les fleurs. Ouais. Donc du coup, j'avais trouvé mon fournisseur, j'avais un peu creusé là-dedans, ça fonctionnait, je me suis lancée et voilà, ça collait bien à tout ce que j'aimais. Donc au final, ça a vraiment rassemblé toutes mes passions. Pour moi, c'était le métier parfait, tu vois. Mhm. Et donc quand je me suis lancée, c'était vraiment un peu kamikaze parce que 9 mois dans la pâtisserie, n'importe qui te le dira, c'est trop peu Mhm. parce que t'as pas d'expérience, t'as pas testé assez de recettes. Enfin, voilà, c'est quand même compliqué. Mais au final, voilà, j'ai travaillé beaucoup, j'étais toute seule, j'ai fait mes armes toute seule, j'ai pas tué de clients, tu vois, je n'étais pas intoxiquée, donc c'est que c'était bon signe. Et j'avais beaucoup de mariages suite à mes contacts que j'avais dans l'entrepreneuriat et Mhm. dans le paysage, pardon, Oui, excuse-moi. paysage, oui. Et donc en fait, bah, les mariages, l'avantage c'est que tu touches 100 personnes d'un coup, et puis tu vois, ces Ouais. personnes après touchent d'autres personnes, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis l'aventure s'est lancée et voilà, après ça s'est jamais arrêté. J'ai mis tout en place si tu veux pour j'ai trouvé un local, donc j'ai eu quand même beaucoup de chance entre guillemets. Enfin Mhm. tout s'est permis quoi. Ouais. Voilà. Chercher un Et local. au tout début, tu n'avais pas de local, donc tu faisais ça de chez toi, dans ta cuisine, quoi. Ça n'a pas duré longtemps parce que je m'étais mis en 4/5e de l'autre côté, j'étais déjà indépendante, hein. Donc Ok. j'étais en 4/5e et je faisais mes gâteaux le week-end. Et puis j'ai cherché mon local et en 3 semaines je l'ai trouvé. Ok. Et je me suis installée en septembre, quoi. Donc, je me suis mis en 4/5e en avril, je crois. Et puis, en septembre, j'étais partie. Mhm. Oui, donc ça a été quand même, oui, assez rapide, quoi. Oui, Oui. 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 Il vaut mieux sauter d'un coup dans la flaque, tu vois, qu'y aller petit à petit, je trouve. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si tu devais résumer à quoi ressemblait Cocoa au début et à quoi ressemble Cocoa aujourd'hui, est-ce que j'imagine qu'il y a eu quand même une évolution? C'est comment tu décrirais ça? Bah, au début, j'étais déjà toute seule. J'avais pas de visibilité puisque je louais l'arrière-cuisine du Potemkin. Mhm. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, voilà, qui est un bar à la porte de Halle. Ouais. Donc j'avais zéro visibilité, donc j'avais un énorme travail sur la communication à faire, qui, comme tu pourras le constater aujourd'hui, est resté. Mhm. Puisque j'avais pas, j'ai lancé un concept de pâtisserie sur commande, donc j'avais pas de vitrine, j'avais pas de vendeuse, et je démarchais toute seule. Donc et je travaillais la journée. Donc comme j'avais pas besoin, si tu veux, d'être prête à 7 heures du matin, donc j'ai vraiment inversé mes horaires pour que ça convienne à ce que je voulais. Mhm. Donc ça, c'était vraiment le début. Et puis j'ai changé l'atelier au bout d'un an. Mhm. Euh, et j'ai trouvé un atelier en bas de chez moi. J'ai tout réaménagé et donc je m'y suis installée au bout d'un an. Et donc là, les choses ont évolué progressivement. J'ai engagé Simona, je pense, un an après, quelque chose comme ça. Et puis il y a eu Colline qui a rejoint l'équipe. Et puis maintenant, il y a Marie. Donc on est 4. Il y a les étudiantes qui viennent travailler. Donc ça a vraiment grossi. Mhm. Moi, à l'époque, j'étais au four et au moulin tout le temps. Je faisais la production, je faisais les photos, je faisais les livraisons. Enfin, je faisais tout. Mhm. Aujourd'hui, je fais encore tout. Mais quand je dis ça, ça me fait rire parce que je fais encore tout, mais par exemple, la production, j'y suis quasiment plus. Ok. Donc, je considère que mon équipe,
elles doivent être formées pour se débrouiller toutes seules. Donc, Simona, on va dire, est la sous-chef. Et après, Colline a tout à fait l'habitude de s'occuper de la production aussi. Mais donc, elles sont complètement autonomes. Donc, moi, ça me permet, je les ai formées pour que moi, je puisse ensuite démarcher et faire le job, on va dire, que elles ne font pas. Qui permet de faire tourner la boîte, de la faire avancer, grandir. Parce que tu peux pas être partout à un moment, il n'y a rien à faire. Je l'ai été pendant tout un temps, mais le problème, c'est que si tu as beaucoup de rêves aussi, tu peux pas tout développer. Si tu restes coincé dans les essentiels, quoi. Tu vois, la production, c'est la base, c'est très important, mais si tu restes là-dedans, mais tu t'es vraiment englué, en fait, dedans. Donc là, les différences là-dessus, c'est que maintenant, j'ai une grosse équipe, une petite équipe, mais qui m'a vraiment permis d'aller vers d'autres choses, d'autres aspirations, et d'avoir aussi plus de soutien, parce qu'au début, j'étais quand même toute seule. Et est-ce que tu dirais que ça a été, avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu dirais qu'à refaire, tu te serais aussi lancée toute seule, ou alors dès le départ, tu aurais essayé d'être avec quelqu'un? Non, ça, je crois que ça fait partie de mon caractère. Même aujourd'hui, tu vois, je lance un autre projet, mais je cherche pas à avoir un associé ou je suis un petit peu, je dirais pas possessive, mais j'ai mes idées et j'ai pas besoin qu'on vienne les confronter ou me dire, tu vois. Je confronte à certaines personnes, mais je crois en ce que je fais et je pense avoir la capacité de le développer toute seule. C'est surtout ça. Ouais. C'est vrai que parfois, aujourd'hui, quand même, je me fais la réflexion et il y a eu des moments très durs cette année. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard avec, notamment avec le confinement, mais avec d'autres choses, des problèmes techniques et tout ça, qui font que tu dors très mal et de temps en temps, tu aimerais avoir quelqu'un qui dort mal aussi, tu vois. Tu te sentirais aussi moins seul à devoir porter, même si l'équipe est quand même vachement derrière moi, mais c'est tes responsabilités, c'est toi qui prends les choix en permanence. Et ça, c'est le côté usant d'être seul. Ouais. J'imagine. Et donc, tu parlais justement que tu as un nouveau projet en ligne de mire. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous présenter ce futur projet, justement? Alors, donc c'est une académie. Donc moi, je l'appelle l'académie, même si c'est pas à proprement parler ça, puisque c'est une formation qui sera non diplômante. Et donc, j'aime beaucoup partager mon savoir, si tu veux, et apprendre aussi des autres. Et donc, j'ai décidé de lancer une académie de cours. Donc moi, je donne déjà des cours. L'objectif, c'est que je donne des cours aux particuliers, donc avoir un large panel axé sur la pâtisserie, évidemment. Les filles vont également aussi se mettre à donner des cours pour qu'on soit vraiment plusieurs, tu vois, et avoir de nouvelles approches. Et alors, il y aura également des invités. Donc, les invités qui viendront de plus loin. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont prêts, qui sont les starting blocks à Paris, qui sont des chouettes, quoi, tu vois, vraiment des pâtissiers qui sont soit des gens qu'on connaît, tu vois, assez célèbres, ou des personnes qui sont des étoiles, mais on voit juste pas, tu vois. Donc, il y aura ça. Et alors, il y aura aussi tout un volet beaucoup plus large sur donc des cours concernant la cuisine, la mixologie, les baristas, l'œnologie. Donc, vraiment très, très large. Je connais je connais bien la scène, on va dire, bruxelloise. Et il y en a plein qui ont des talents fous et j'ai envie de partager ça. Et il y a un petit côté égoïste qui est que j'ai envie de continuer à me former. Et donc, si tu veux, en tant que chef d'entreprise, c'est important, mais t'as pas toujours le temps. Et là, bah, c'est une pierre deux coups, parce que du coup, ben, je lance mon projet, mais je me formerai en même temps. Gratuitement. Ouais. Trop bien. Et parce que là, je te suis du coup à travers les réseaux, je vois que c'est encore en travaux. Est-ce que tu as une perspective de prochaine ouverture? Enfin, tu as un peu une idée de quand ça va se passer ou... Ça va dépendre des mesures, en fait, puisque là, actuellement, je peux pas donner de cours. Donc j'avais pensé au 1er avril, parce qu'en fait, j'ai mon chantier. Et quand on lance un chantier en tant qu'entrepreneur, ça ne fonctionne, même en tant que particulier, ça fonctionne pas toujours comme on voudrait. Et là, en l'occurrence, ça fait 3 mois que ça fonctionne pas du tout comme je voudrais. Donc, ça m'épuise un peu, je t'avouerai, parce qu'au niveau de la patience, là, je suis râle et pâquerette. Et on va arriver à la fin, tout doucement. Et donc, je pense que 1er avril, ça devrait être OK. Mais il y aura aussi, ça, j'ai pas expliqué, mais il y aura aussi une partie location de ce local. Donc, si par exemple, ben voilà, il y a des gens qui veulent donner des conférences ou qui veulent donner un cours qui leur est propre, tu vois. Donc, ça va s'appeler Cocoa Lab parce que c'est vraiment une espèce de pépinière de talent, si tu veux. Et donc, tu peux aussi te permettre de louer un local. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un grand local et j'ai envie de donner cette chance aux autres personnes, quoi.
trop gai. Mais en tout Ouais, cas, j'ai hâte de découvrir. Je viendrai prendre des cours parce que j'adore ça, donc trop bien. avec plaisir. Je vois ici que je rebondis, on a des petites questions que je n'avais pas vues au tout début. Je remonte. Une personne demande si tout est vegan dans ce que tu proposes. Alors, rien n'est vegan. Je suis désolée, je sais pas qui pose la question. Rien n'est vegan parce que la pâtisserie vegan, c'est vraiment je dirais pas que c'est un autre métier, mais c'est tout à fait une autre approche dans laquelle je me reconnais pas forcément, même si enfin, je respecte leur démarche, mais si tu veux, il faudrait que je change tout en fait, vraiment, parce que là actuellement, j'utilise des œufs, de la crème, du beurre, et donc ça demanderait vraiment finalement d'ouvrir un autre projet quasiment. Ouais. Donc je fais du sans gluten par contre. Mhm. Ça vient du fait que ma maman est allergique au gluten et que c'était un peu dommage, je trouve, pour une maman de pas pouvoir goûter les pâtisseries de sa fille. Mm. Donc, j'ai adapté la gamme qui est sans gluten. Sans lactose, je fais pas encore, mais voilà, il faut savoir qu'à chaque fois, enfin, toute cette adaptation concernant les allergènes est assez lourde, en fait. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a les gens qui sont vraiment allergiques. Et du coup, j'utilise quand même de la farine dans l'atelier, j'utilise quand même de la crème, etc. Donc, tu risques quand même possiblement d'envoyer quelqu'un à l'hôpital si t'es pas assez sérieux, tu vois. Donc voilà, moi ça convient aux intolérants au gluten, mais je fais pas plus actuellement. Ouais, très bien. Et alors, par rapport à ton deuxième projet, donc Cocoa Lab, Laetitia Dupont, enfin, je suppose que c'est Laetitia, demande si tu Ouais. as des noms de chefs à nous partager qui vont te aider. Oui, j'ai Enzo Roussel qui est en fait le fils de Christophe Roussel qui est assez connu et qui est l'ancien sous-chef de Michalak. Mhm. J'ai Hugo qui est un pâtissier qui est dans un restaurant étoilé et qui fait des choses enfin, incroyables. J'en ai peut-être un, mais j'attends qu'il confirme. Mais j'aurais peut-être Nicolas Lambert, donc qui est vraiment un pâtissier vraiment extraordinaire. Et donc voilà, je les démarche petit à petit. J'en ai quelques-uns évidemment encore sous le pied, mais c'est progressif. Et le problème, c'est aussi que j'étais censée les voir cette année, tu vois. Ouais. Donc là, je les ai via Instagram, mais bon, Oui. à un moment, ils te disent, bah oui, on veut bien venir, mais Mm. Quand, ouais. quand et comment ça va se passer. Donc voilà, mais en tout cas, oui, j'ai commencé à avoir quelques chouettes noms et j'ai vraiment hâte de les rencontrer aussi parce que je les ai pas tous rencontrés. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en tout cas, Laetitia dit ouais, que les ouf. Donc, trop bien. Ouais. Alors, tu mentionnais justement que cette année, ça a été une année quand même sacrément compliquée pour beaucoup et aussi pour les entrepreneurs. Donc, toi, comment est-ce que tu dirais que tu as réussi à tenir le coup? Est-ce que tu as adapté ton activité? Est-ce que tu as fait preuve de nouveauté pour tenir le coup? Comment est-ce que tu t'as fait? Euh, je vais d'abord dire que c'était une année réussie pour moi, hein. Je peux pas dire que je vais pas du tout me plaindre parce que ça a été vraiment ouais, une réussite totale. Mhm. Mais évidemment, cette réussite cache un énorme travail et Oui. beaucoup d'heures. Ceux qui m'ont suivi l'ont vu parce que je commençais très tôt, je faisais du 7 sur 7 et donc c'est ce qui m'a beaucoup épuisée aussi, ce qui fait aussi que cette année j'ai un peu plus de mal à redémarrer. Mais moi, en fait, dès que j'ai su qu'il y a eu le confinement, donc le 13 mars, le 15, je lançais les livraisons en fait, et chose que je ne faisais pas avant. Donc moi, tu commandes simplement et tu viens récupérer au comptoir. Ouais. Et donc j'ai dit bon bah écoute, j'en sais rien. Est-ce que je fais des cours en ligne? Enfin j'avais plein d'idées et puis je me suis dit qu'est-ce qui est le plus concret? Quelles sont mes forces? Bah, on va faire j'ai une voiture, je sais conduire, bah, je vais livrer tout simplement. Donc j'avais mis un petit peu les filles au chômage économique parce que j'avais très peur de les perdre parce qu'en fait j'ai perdu tous mes événements et mes événements c'est un tiers de mon chiffre. Et un tiers de mon chiffre, c'est 2 salaires. Donc, j'ai vite fait le calcul. Donc, je les avais mis sur le chômage économique. Et donc, j'ai lancé les livraisons et c'était mignon parce que je me disais, ben, si je gagne 30 euros par jour, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, tu vois. J'ai vraiment commencé comme ça. Et mon objectif, c'était juste d'arriver à la prime, qui était de 4 000 euros sur le mois. Je me suis dit, bon, il y a moyen quand même d'y arriver, donc on va essayer. Et en fait, ça a décollé. Me,
Tu m'entends? Parce que ça, Oui, j'ai oui, l'impression. je Ouais. t'entends, là, c'est ton... Qui ont voulu vraiment me soutenir et donc je livrais partout en fait en Belgique. Donc j'ai fait Charleroi, Namur, Liège le samedi et le dimanche et donc j'ai dû réintégrer très rapidement les filles pour assurer ça parce que en fait je m'en sortais pas. Je faisais des heures pas possibles plus les livraisons. Alors ça allait parce que pendant le confinement il y avait personne sur les routes. Mm. Mais parfois je me tapais des tournées de je sais pas de 10 heures quoi, tu vois. Ouais. Donc, je faisais une première tournée, je retournais à l'atelier pour récupérer les autres gâteaux et puis je repartais. Donc, ça a vraiment sauvé l'entreprise et même plus, ça a permis aussi de m'aider à financer une partie des travaux du deuxième, tu vois, parce qu'il y a eu quand même des imprévus et donc ça m'a sauvé à ce niveau-là et tous les salaires ont été sauvés également. Donc ça, pour moi, ça a été assez positif. Et j'étais aussi dans un état un peu d'urgence, de stress pendant cette année. Donc, j'ai vraiment dépassé mes capacités de création, tu vois. Donc, je sortais toutes les semaines. C'était un peu épuisant parce que toutes les semaines, il fallait que je trouve quelque chose de nouveau pour tenir les gens en haleine. Donc, par exemple, les stories, je faisais des stories avec des animaux, avec une note humoristique, si tu veux, et ça faisait rire les gens. Donc, du coup, ils commandaient davantage. Mais donc, j'ai lancé des box pour les fêtes des mères et des fêtes des mères, fêtes des pères, pour la Saint-Nicolas aussi. Donc ça a super bien fonctionné. Mhm. J'ai lancé plein de choses, plein de nouveautés et tout ça. Donc on a un peu cravaché. Et du coup, à fin d'année, on s'est aussi fait rattraper avec les bûches. Ouais. Tu vois, parce que toute cette clientèle de particuliers que je n'avais pas avant, elle s'est vraiment ajoutée. Donc j'ai presque doublé mon chiffre de particuliers. Mhm. Et donc, du coup, fin d'année avec les bûches, ça a été incroyable, quoi. Parce que Mhm. du coup, tout le monde a commandé, il a fallu livrer et tout ça. Donc, ça a été un peu difficile. Et c'est ce qu'on dit souvent dans l'entrepreneuriat. Ce qui est difficile, c'est de gérer la croissance. Ouais. Et là, j'ai été propulsée littéralement, en fait. Tu vois? Donc, j'ai dû tirer dans mes réserves tout le temps et pour pouvoir tenir le cap et assurer et pas décevoir les gens. Mhm. Mais avec du recul, quand voilà, j'ai fait le point en janvier, je me suis dit, t'es allé un peu loin, quoi. Ouais, Tu ouais. vois. Ouais, donc, Plus le chantier. ouais, ouais. Donc, si Ce qui se c'était à passe. refaire, je le ferais peut-être autrement. Enfin, dans le même concept, mais Non, non. je ferais pas autrement parce que j'étais motivée par la peur, quoi. Tu vois, le stress, la peur. Je voulais pas virer mon équipe. C'était la première chose à conserver, tu vois. Mhm. Donc j'étais prête à travailler jour et nuit pour ne pas avoir à virer qui que ce soit. Mais j'aurais pas pu faire autrement. Et c'est une très bonne chose. Tu vois, je suis contente d'avoir été capable d'avoir eu les reins solides et de tenir le coup. Et aujourd'hui, peut-être d'être plus fatiguée. Mais alors, bon, ben, là, du coup, je lève un peu le pied et les filles prennent le relais pour pouvoir me délester un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que ça a été une année niveau création et mise en place de processus, tu vois, qui a été incroyable. Ouais, t'as dû te réinventer en permanence, en fait. Ouais, tout le temps. Après, j'aurais pu m'arrêter, je pense, pendant, tu vois, quand ça a été lancé. Mais je l'ai pas fait et c'était bien. Mais alors cette année, du coup, on a dit, OK, les filles, elles m'ont dit, tu te calmes. On va revoir ce qu'on n'a pas lancé l'année passée que tu avais imaginé. Et voilà, et maintenant, on va les relancer plus doucement. Mais du coup, ça me donne une respiration aussi, quoi. Parce que Ouais, tu restes en apnée, en fait. ouais, Tout ouais, le temps. à fond. Et donc justement, tu disais que pendant le premier, enfin même pendant toute cette période de confinement qui n'en finit plus, tu as eu une présence très importante sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu avais déjà une présence de base, enfin est-ce que, comment dire, est-ce que pour toi la présence sur les réseaux sociaux était déjà importante avant le confinement ou alors c'est pendant le confinement tu t'es dit ok, tout le monde est derrière son écran, il faut que j'y aille et du coup là tu as démultiplié fortement ta communauté. Comment, comment ça t'est venu cette idée de créer du contenu comme ça? Enfin, est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir augmenté ta visibilité? Parce que là, maintenant, tu as quand même une communauté très importante et c'est génial. Ouais. Et ça, du coup, c'est ce que tu disais, c'est que ça t'amène vraiment du trafic et ça a augmenté tes ventes. Donc, c'est vraiment une super nouvelle. Mais j'avais déjà une chouette communication avant parce que, enfin, je dis chouette communication si je me jetais des fleurs, mais parce que j'avais beaucoup de gens, j'ai beaucoup de gens en fait qui sont, bah, maintenant j'ai presque 10 000 abonnés, mais depuis le début, tous ceux qui me suivent vraiment, tu vois. Donc, ceux qui regardent les stories sont très nombreux. J'ai presque un tiers de la communauté qui regarde les stories, c'est énorme. Euh, et donc, j'ai toujours mis un peu d'humour dans ce que je faisais. J'ai surtout toujours montré l'envers du métier parce qu'on
a tendance à se dire que je pose des fleurs sur un gâteau et que la pâtisserie, c'est génial et ça a l'air très drôle parce qu'on rigole beaucoup, tu vois, avec mon équipe. C'est important pour moi d'avoir une chouette ambiance. Mais j'ai aussi envie de montrer que oui, c'est très rigolo, mais parfois, ça fait très mal de se lever à 4 heures du matin ou à 2 heures du matin le samedi, tu vois. Mais c'est pas une raison pour tirer la gueule non plus, hein. Je veux dire, je suis quand même très contente de le faire, mais donc j'avais déjà cette communauté qui suivait un peu nos péripéties pendant les événements, tu vois, pendant toute l'année, les samedis et tout ça. Et alors là, pendant le confinement, je ne pensais pas que ça allait pousser autant, tu vois. Après, j'ai vu d'autres comptes qui ont gagné énormément d'abonnés aussi pendant cette période. C'est vrai que les gens me suivaient beaucoup parce que je suis quasiment la seule à être restée ouverte dès le début, tu vois. Ouais. Parce que au tout début, tout le monde avait aussi peur, tu vois. Enfin, moi, quand je travaillais toute seule et que j'ai réintégré les filles, c'était une pression colossale aussi parce que bah, tu sais pas qui tu vas contaminer, tu prends des risques à livrer, tu vois, des personnes qui sont peut-être plus faibles. Enfin, j'avais vraiment une grosse pression et les filles étaient très stressées aussi de venir bosser. Ouais, j'imagine. Ça, mentalement, ça a été aussi très compliqué. Mais au final, les gens ont pris le côté positif comme d'habitude et m'ont poussé là-dedans, en fait, tu vois, en me soutenant. Le nombre de messages que j'avais à la fin de la journée, c'était hallucinant, quoi, dans les stories et tout ça, le nombre de réponses, ou tu sais, quand on était en train de livrer, ils suivaient parce que je le disais au fur et à mesure, donc ils suivaient les livraisons au fur et à mesure, et donc il y a des personnes qui m'ont préparé à manger, tu vois, Ouais. et là, j'ai senti vraiment la force de cette communauté. Tout à fait. Ouais. Et je sais que c'est pas du fake parce que ces gens-là, je les vois à l'atelier, quoi, tu vois. Oui. J'en vois beaucoup et donc pour moi, c'est vraiment construit. C'est pas mes abonnés, c'est pas juste des gens qui ont mis je m'abonne pour voir des photos, quoi. Ils sont vraiment derrière. T'as tout le côté humain derrière aussi. Oui, je pense que ça, c'est ce qui différencie peut-être ma communication, c'est que je pense, ce côté humain où je me montre tout le temps à n'importe quelle heure, si tu veux. Quand je me lève à 4 heures du matin, je passe pas un coup de crayon et je me mets pas du maquillage pour montrer que hey, tout va bien. Non, j'ai une sale gueule, j'ai des cernes, je suis fatiguée, mais on y va et je montre aussi et j'espère pouvoir aussi montrer le côté difficile du métier pour que ça inspire aussi des gens, tu vois. Dans le sens où c'est un magnifique métier, mais on se rend pas toujours compte de ce que c'est, tu vois. On fait pas un cake, quand on fait des cakes, on en fait 30. Et donc j'ai parfois des stagiaires où je me rends compte que ils comprennent pas qu'il y a beaucoup d'heures, beaucoup d'implications derrière tout ça. Donc ça, je trouve que c'est une mission de montrer, tu vois. Ouais, l'envers du décor et être authentique, quoi. Ouais. Et puis malgré moi, ça c'était pas un objectif, mais j'ai une équipe de femmes. Et donc, si tu veux, malgré moi, bah, je porte un peu une image de femme qui bataille, qui va au front, tu vois, qui tient bon jusqu'au bout. Oui, forcément, je pense que j'inspire parfois les jeunes filles qui se disent, tiens, j'ai envie d'être pâtissière et il n'y a pas que des hommes. Mais bon, la scène des pâtissiers bruxelloises est plutôt masculine, hein. Ouais. Je pense être la seule. Ouais, je suis la seule en pâtissière. Et tu dirais, enfin, c'était une question que je t'avais pas du tout envoyée, mais tu dirais qu'être une femme entrepreneur dans ce secteur-là, c'est compliqué? Non, moi, j'ai jamais eu l'impression. Parce que aussi, je me suis jamais comparée aux hommes, en fait. Je me compare à moi, tu vois. Je me dis pas. Mais avec le temps, je pense que c'est pas tellement le côté femme, c'est le côté succès qui pose problème, je trouve, tu vois. Ah ouais? Parce que les gens te mettent vite une étiquette success story, tu vois, il y a eu de la chance, ça a été facile ou peu importe. Et ça peut déranger. Ouais. Ça peut déranger. Et donc, voilà, je pense qu'il faut juste écarter ce genre de discours, tu vois, sur ton chemin, parce qu'ils sont pas un peu pernicieux. Mais en tant que femme, je trouve qu'au contraire, parfois, c'est quand même une chance, tu vois, parce que bah, t'as d'autres atouts. Pour moi, hommes et femmes fonctionnent quand même différemment. Donc, si tu veux, il y a certaines réunions, je vais mener complètement différemment par rapport à un homme, tu vois. Et parfois, les rapports sont aussi moins compétitifs, tu vois, qu'entre deux hommes. Peut-être plus pop ou peu importe, mais là, c'est moins compétitif et du coup, ben, c'est plus simple, je trouve.
Après, ça va être parfois plus difficile avec les femmes, les autres femmes. Oui, oui, oui. Ah oui. Mais comme les hommes, hommes par rapport à hommes aussi, enfin, j'imagine que c'est… Oui, mais je trouve quand même que le plus grand, entre guillemets, plus grande difficulté pour une femme entrepreneur, ça va pas être les autres hommes, c'est les autres femmes qui peuvent être, ouais, parfois je trouve que les femmes se tirent plus dans les pattes qu'autre chose, en fait. Ouais, ouais, complètement. C'est dommage. Et si on prend juste le statut d'entrepreneur, peu importe homme-femme, tu dirais qu'il faut avoir quoi comme compétences pour justement arriver au bout de ses idées, pour créer un projet qui tient la route? C'est quoi les aptitudes et les compétences qui, selon toi, sont essentielles pour être un bon entrepreneur? Il y en a beaucoup, hein. Je pense déjà, bon, le premier, c'est assez simple, mais il faut être passionné puisque tu fais ça tous les jours, tu vois. Tu manges ta passion matin, midi et soir. Tu finis par incarner, en fait, ton projet. Ouais. Tu vois. Donc, si t'es pas amoureux de ce que tu fais, et si tu trouves pas que ton produit est génial, bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y aura toujours quelqu'un sur ton chemin qui va te dire que ton produit, il est pas si génial que ça, tu vois. Ouais. Donc, tu dois porter ça en toi. Pour moi, ça, c'est indispensable. Après, je pense qu'il faut être vraiment courageux pour être entrepreneur parce que tu dois faire les choses en fait au bon moment malgré ce que ça va te coûter. Tu vois? Et en fait, le courage pour moi, c'est ça, t'es vraiment dans le dur, mais tu dis j'y vais quand même, quoi. Et ça, en tant qu'entrepreneur, ça t'arrive tout le temps, en fait, tous les jours. Enfin, moi, là, je n'arrête pas. À chaque jour, j'ai un truc où je me dis non, j'ai pas envie d'y aller, mais c'est ça aussi, tu dois braver un peu l'inconfort tout le temps. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi que tu deviens un bon entrepreneur parce que à chaque fois que tu braves l'inconfort, c'est peut-être pas confortable de fait, mais c'est une petite récompense mentale à chaque fois, tu vois. Ouais. Quand tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu l'as fait et après tu te dis ah. Ouais. Je trouve que c'est super important de pas d'oser sauter quoi finalement, tu vois. Après, je pense qu'il faut être optimiste, hein, parce que voilà, être entrepreneur, c'est aussi ça, tu vois. Tu dois croire en ce que tu fais et te dire que ça va fonctionner, mais il faut toujours garder un pessimiste dans la soude, comme je dis, parce que il faut être réaliste, quoi. Tu vois, sur ce qui va se passer, tu peux pas juste te dire ouais, ça va fonctionner et puis non, tu entraînes des gens, tu mets de l'argent en jeu, donc il faut toujours avoir un œil là-dessus. Quoi d'autre? Ouais, ça je le dis souvent, mais il faut aimer les problèmes. Oui, mais les problèmes, parce que c'est une collection de soucis, en fait, tu vois, au quotidien, de monter son entreprise. Mais c'est aussi parce qu'il y a des problèmes qu'il y a une opportunité à aller chercher. Oui. Tu vois? Le côté optimiste. Ouais, le côté optimiste, c'est vrai. Mais parfois, tu vois pas l'opportunité tout de suite, hein, tu vois, genre là, le chantier, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais apprendre à part m'énerver sur l'entrepreneur? Mais non, il y a quand même, il y a toujours un truc positif qui est caché derrière. Donc ça, il faut pas l'oublier. Mais clairement, il faut aimer ça. Tu vois, il faut aimer prendre parfois des taquets et se dire bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché et je recommence demain. C'est ça. Ouais. Et puis la dernière chose, il faut être patient. Très patient, je pense, parce que tu vas jamais aussi vite que ce que tu voudrais. Il n'y a pas d'ascenseur, donc c'est une marche à la fois et parfois c'est 3 marches en arrière et tu vois. Donc je pense que les choses se font progressivement, marche par marche. Ça c'est vraiment ma théorie que je dis à tout le monde au boulot, c'est petit pas par petit pas parce que tu n'es pas toujours capable d'apprendre plus, de faire plus et il faut des récompenses quotidiennes quoi. Sinon c'est difficile je trouve. Ouais. Donc l'entrepreneuriat ça prend du temps. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce qui se cache aussi derrière ce qu'on appelle les fameux sacrifices, tu vois. Qu'on dit toujours, oui, on fait des sacrifices. Moi, je disais toujours non au début, on fait pas de sacrifices. Mais de fait, si, en fait, à terme, tu fais des sacrifices qui sont que tu passes du temps dans ce que tu aimes et du coup, tu passes pas de temps dans autre chose, en fait. Et donc, là-dedans, tu perds des amis, tu perds des moments précieux parfois avec ta famille, tu vois. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça les sacrifices, finalement. Complètement. Mais bon, pour moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Je trouve ça super, tu vois, ce que tu construis au quotidien, je trouve ça génial. Et ce que les autres construisent à côté de toi aussi, le but, c'est de donner la possibilité, moi, c'est mon équipe, je leur donne la possibilité de se concrétiser aussi, en fait. Oui. C'est important, quoi. Ouais.
hyper, hyper. Et justement, quand tu dis que ça se construit dans le temps, petit à petit, si tu devais avoir une projection et une vision de Cocoa dans 5 ans, c'est quoi ta vision et le chemin? Ça, c'est vraiment pas une question pour moi parce que tu sais, quand tu rentres dans ces cellules là, enfin ces couveuses un peu où on te dit il faut que tu définisses une vision à 2 ans, à 5 ans, Mhm. à 10 ans. C'est toujours un exercice que j'ai eu beaucoup de mal à faire et que je ne sais toujours pas faire. Et en même temps, je le trouve pas du tout approprié parce que je vois parfois où j'en étais il y a 6 mois et Et où t'en es je me aujourd'hui? dis comment est-ce que ouais, enfin comment est-ce que tu veux que je sache comment je serai dans 5 ans? Qu'est-ce qui peut se passer? Regarde là, on a pris une pandémie dans la tronche. Qu'est-ce que tu vois? C'est bien, on en reprend une l'année prochaine ou dans 5 ans, j'en sais rien. Donc voilà, je pense que j'ai envie que ça continue à grandir, mais j'aimerais surtout euh, j'ai pas envie d'avoir des très grosses équipes. Mhm. C'est toujours ce qu'on dit, c'est que ça plombe un peu c'est le personnel qui fatigue un peu à terme, tu vois, la gestion du personnel. Donc j'ai envie de garder Cocoa, la pâtisserie florale en taille raisonnable. Ok. Et ensuite, bah là, je vais avoir Cocoa Lab qui va être l'académie qui va m'ouvrir 1 million d'autres portes, tu vois, et je sais pas quelle porte je vais ouvrir. Ouais. J'ai des idées évidemment, mais voilà, j'aimerais peut-être développer pas une chaîne enfin, c'est pas vraiment une chaîne de Cocoa parce que ça voudrait dire que je duplique le projet. Mais Mhm. j'aimerais que Cocoa chapeaute Tout plusieurs projet. nouvelles idées, si tu veux, plusieurs concepts. Donc bah là, j'ai la pâtisserie florale. Après, il va y avoir Cocoa Lab. Après, j'aime beaucoup la torréfaction. Tu vois, ça m'intéresserait de faire quelque chose là-dedans. Oui, donc tu ne J'ai- comptes pas t'arrêter en si bon chemin, quoi. Non, non, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Non, non, ça, c'est sûr. Mais il faut toujours que ça reste maîtrisable. Mhm. Parce que à un moment, j'ai pas envie non plus de me faire déborder parce que tu as trop de projets et du coup, tu gères plus rien finalement. Tu Mhm. vois. Ouais. J'ai envie de vivre les choses. Donc, mon objectif n'est pas de déléguer et de plus être présente avec mon équipe. Elle me voit tous les jours, mais Ouais. je suis plus en production. Ouais. Mhm. Mais tu gravites autour, quoi. Oui, Mhm. oui, je gravite beaucoup dedans aussi. Hein. Je suis quand même, tu Oui, vois, dedans, mais oui. Oui. toujours là à midi pour voilà voir un peu comment ça se passe. On est toujours au téléphone ensemble. Ouais, elles sont très impliquées sur l'évolution aussi de Cocoa, tu vois. On Mhm. considère que c'est un peu leur entreprise aussi, donc. Mhm. Ouais, c'est super. C'est une chouette mentalité. Alors, si tu devais me citer 3 entrepreneurs qui t'inspirent, tu dirais qui? Je suis pas très douée pour ce genre de questions, mais je vais plutôt dire 3 personnes qui m'aident un peu Mhm. dans les moments où je me pose des questions en tant qu'entrepreneur. Il y a Oussama Hamar, Mhm. voilà, qui est à Paris, donc qui est fondateur de Family, Ouais, hein, qui aide les startups. je ne t'entends plus. Est-ce que tu Tu m'entends vois? toujours? Ouais. C'est parce qu'on m'appelle Alors, en même temps. ouais, c'est le fondateur de Voilà. Family et puis ça s'est arrêté là. Voilà. Et ben donc du coup, je trouve que si en tant qu'entrepreneur, si on a des questions, c'est vraiment vers sa chaîne YouTube et ses vidéos qu'il faut se tourner parce qu'on en apprend vraiment beaucoup sur les nouvelles mentalités, tu vois, les nouvelles façons de faire évoluer sa start-up. Alors bon, évidemment, c'est la mentalité très parisienne, donc tu vois, il lève beaucoup de fonds, enfin c'est beaucoup des levées de fonds, etc. Mais il y Ouais. a beaucoup de choses à prendre, je trouve, et il a un parcours assez inspirant. Mhm. Donc ça, c'est vraiment pour le côté entrepreneur. Pour le côté un peu reconversion, c'est Delphine Plisson qui a monté la maison Plisson à Paris, qui en fait était, je crois, chargée de com avant ou dans le marketing, et elle a vraiment fait un 180. Et donc elle s'est lancée elle s'est reconvertie du jour au lendemain, et en fait elle s'est adaptée au circuit court, si tu veux, et elle livre des produits du terroir chez les gens, mais elle sélectionne hyper bien toutes ses références. Elle a un super esprit d'équipe, tu vois. Et donc, je trouve Mhm. qu'elle est assez inspirante parce que la Maison Clisson, c'est un établissement. Enfin, c'est vraiment, oui, pas un établissement, mais comment ça s'appelle ça? Tu vois, un établissement, mais qui est réputé, quoi. C'est vraiment quelque chose Ouais, ouais, de ouais. représentatif. Et je crois qu'elle est toute seule également. Donc voilà, elle m'inspire pas mal. Et le dernier, c'est justement sur l'optimisme. C'est Philippe Gabillet qui a écrit beaucoup d'essais et d'ouvrages
l'optimisme, le courage, l'audace et tout ça, et donc qui développe des techniques de leadership positif et aussi des stratégies mentales de réussite et tout ça. Et il a vraiment un discours qui est super motivant et très juste, quoi, tu vois, sur ce que tu vis et tout ça, mais toujours axé un peu dans ce côté optimiste. Et je trouve, ça me parle énormément. Tout ce qu'il fait, toutes ses conférences sont super. Ah bah super, Ouais. je noterai tes recommandations après le live. Super. Il y a justement quelqu'un qui demande s'il y a quelqu'un en magasin parce qu'elle a besoin d'un super dessert. Quelle heure il est c'est normalement, ça ferme à 18h30, mais normalement, les gâteaux, c'est sur commande. Donc, à mon avis, à part les macarons et les biscuits, il n'y aura rien. Comme d'habitude, c'est toujours sur commande. Très bien. Bon à savoir. Alors, toi, en Ouais. tant qu'entrepreneur, justement, si tu devais donner 3 conseils à un ou une jeune qui a envie de se lancer, de créer son projet, tu dirais quoi? Bah déjà, les conseils que j'ai donnés avant qui sont importants, enfin les qualités à avoir. Après, je dirais par rapport à mon parcours, je me suis bien entourée. Donc, je connaissais très bien mes défauts. Mhm. Et ça, c'est le côté les 4 années dans l'architecture qui m'ont aidée. Donc, je connaissais assez bien le fait que, voilà, par exemple, moi, j'étais très stressée si je ramenais pas assez d'argent. Mhm. Enfin, tu vois, j'étais très économe et tout ça, donc ça c'était important. Et je savais que quand j'étais trop fatiguée, je tombais malade. Ok. Donc, du coup, tu vois, j'ai créé un concept qui s'adaptait à ça. Donc, ben, j'ai fait des horaires de journée Mhm. pour ne pas commencer à 4 heures du matin parce que ça me va pas du tout. Et j'avais travaillé pour pouvoir mettre pendant un an, enfin pour pouvoir vivre pendant un an sur mes économies. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'étais pas obligée de travailler par peur de pas pouvoir rentrer assez d'argent, tu Ok. vois. Donc toi, tu as Et vraiment donc, ça m'a un fonds propre du coup. oui, donc ça m'a vraiment, oui, c'était en fonds propres. J'avais pas fait de prêt au début et donc ça m'a vraiment libérée de cette contrainte de dire il faut ramener de l'argent pour que mon projet il tienne la route, tu vois. Et je pense que c'était important de savoir ce côté-là. Mhm. Il faut très bien s'entourer, mais il faut bien choisir les personnes parce que tout le monde a un avis, évidemment. Et c'est important d'exposer son projet, mais il faut quand même faire bien attention aux personnes qui sont autour de soi parce que il y a beaucoup de peur, évidemment. Tout le monde a toujours peur, en fait, pour toi de savoir est-ce que tu vas t'en sortir, est-ce que c'est une bonne idée, parce qu'en règle générale, les gens ne seraient pas capables de le faire et du coup, tu vois, te projettent leur peur dessus. Ouais. Donc moi, comme j'avais des lacunes en technique, en pâtisserie, j'avais mon ancien mentor, donc qui était Marc Ducobu, que je pouvais appeler n'importe quand j'avais un souci. Et alors, en finance, j'étais pas une pro, et donc j'avais un conseiller financier que j'ai encore gardé aujourd'hui. Maintenant, j'en ai un deuxième. Et Ouais. donc, eux m'ont cadré euh, sur je sais pas, le calcul des coûts, le compte d'exploitation, tu vois, est-ce que j'ai le droit d'engager quelqu'un maintenant ou pas? Et donc, on faisait des réunions chaque année pour voir où j'en étais. Enfin, c'était pas chaque année, c'était tous les 3 mois. Et ça, c'était indispensable parce que tu peux pas avancer tout seul si t'as pas d'associé, quoi. Et Mhm. même si t'as un associé, tu sais pas tout, tu vois. Donc, il faut à un moment être bien encadré quand tu te lances. Ça, Mhm. c'est évident. Et clairement, avoir de l'argent de côté quand tu te lances, oui, quoi. Il faut pouvoir vivre un an ou 24 mois avant que ton projet tourne de lui-même. Ok. Après, quoi d'autre comme conseil je pense que tout le monde est entrepreneur, enfin, mais ne va pas vraiment le rester. Mhm. Je pense que, tu vois, tout le monde est capable de l'être. Enfin, tout le monde veut être entrepreneur, mais tout le monde n'est peut-être pas capable dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même des sacrifices qui, à mes yeux, ne le font pas, mais aux yeux des personnes qui veulent pas être entrepreneurs, sont vraiment des très gros sacrifices, tu vois. Mhm. Ouais. Moi, mon rythme de vie, je l'adore comme il est. Et donc, quand on me dit, ah, tu regrettes pas ta vie d'avant, je me pose même pas la question, ça me Ouais. fleur pas l'esprit. Donc il faut, mais bon, ça on s'y frotte assez vite, hein, de savoir si on est entrepreneur ou pas, tu vois. Ça c'est quand même Ça te la complique. question vient vite sur le tapis, quoi. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Alors, ici, il y a une petite question donc, de Audrey qui dit qu'elle n'a pas compris l'histoire du fonds propre. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste, le fonds propre? en fait, c'était tout simplement mes petites économies.
voilà, que j'avais gardé, enfin j'avais mis de côté pour pouvoir m'acheter. Donc au début, j'ai acheté simplement mon four et mon congélateur et un batteur. Donc j'ai investi 15 000 euros au début. Mhm. Et je louais un local à 600 euros, donc c'était pas hors de prix, tu vois. Ça permet, enfin c'était assez simple au niveau des charges de pouvoir gérer ça. Donc j'avais finalement peu de charges, pas trop d'investissement, et après bah voilà, tu rentres tes matières premières et puis tu vends a priori. Donc quand je dis fonds propres, voilà, il me restait, je savais que j'avais à peu près 15 000 euros qui me restaient de côté pour pouvoir au cas où vivre Mhm. dessus et pas manger des cailloux à la fin du mois, quoi. Mhm. Ça aussi, il faut bien s'alimenter, tu vois, pour rester bien en forme quand tu es entrepreneur. Tout à fait. Je regarde vite s'il n'y a pas d'autres petites questions. Euh, non. Ok, parfait. Ben écoute, Anaïs, pour ma part, je n'ai plus de questions. Donc, moi, je laisse toujours le mot de la fin à mon invité. Donc, si tu as une information à nous transmettre, si tu as envie de dire quelque chose en particulier, le dernier mot est pour toi. Et généralement, Euh, ce mot de la fin perturbe toujours beaucoup. toujours, toujours. Toujours, non, moi j'ai toujours une vision très positive de mon travail et de l'entrepreneuriat en règle générale. Je trouve que c'est vrai, enfin, c'est une réalisation en soi-même, tu vois. Je trouve que c'est un chemin de vie qui te construit littéralement en fait. Parce que l'entrepreneuriat, je dis toujours que c'est quand même, d'accord, c'est professionnel, mais les murs auxquels tu te confrontes, ils sont que personnels, Mhm. uniquement. Et donc je trouve que cette expérience est vraiment. Je ne t'entends plus. C'est bon, tu m'as gardé? C'est bon? Donc, l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui est vraiment, je n'ai pas entendu la suite. Super enrichissante, je disais donc. Euh, mais après, on parle toujours d'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'en tant qu'employé, ben, je pense que c'est aussi important par exemple, se retrouver auprès d'un patron qui a cette philosophie aussi, tu vois, Mhm. de faire grandir ses employés et pas uniquement de les faire bosser pour rentabiliser son entreprise. Et ça, c'est quelque chose vers lequel j'essaye de tendre un maximum, Mhm. pour que tout le monde trouve son chemin et s'épanouisse dans ce qu'il fait, tu vois. Et c'est ce qui fait aussi que mon entreprise tourne. C'est Mhm. que j'ai une équipe elles veulent pas être entrepreneurs, mais elles adorent ce côté prise de L'aventure. risque et tout Ouais. ça, tu vois. Oui, mais elles sont aussi un peu, comme je dis, chefs d'entreprise de ce qu'elles font, quoi. Mhm. Et elles se réalisent très bien comme ça. Donc, je pense qu'il faut pas être à tout prix entrepreneur. T'es pas mieux parce que t'es entrepreneur, t'es pas plus libre. Au contraire. Non, Au contraire. au contraire. Ouais. Et tu choisis peut-être plus tes contraintes quand t'es Mhm. entrepreneur, tout simplement. Mhm. Mais donc voilà, donc je dirais que effectivement c'est pas moi, c'est pas une réussite en soi de l'être, tu vois. Je Mhm. pense qu'en tant qu'employé, ça peut être le même chemin. Différent. C'est juste qu'il faut trouver, je pense, le bon patron qui te permette aussi d'arriver à ça, quoi, tout Mhm. simplement. Parfait. Mais Voilà, Anaïs, un tout grand merci en tout cas pour ton temps. C'était super avec enrichissant plaisir. comme échange. Et je te souhaite en tout cas beaucoup de courage pour la fin des travaux. Tu Ouais. vas y arriver. Oui, Plein de bonnes choses pour la suite. Merci encore. super. Bah, merci à toi en tout cas et merci à tout le monde d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir. À bientôt.